Avec la cosmologie, on s'est rendu compte que l'apparition de la vie et puis donc de la conscience dépend à un très haut degré de précision du réglage de ce qu'on appelle des constantes physiques. Il y en a une quinzaine dans la nature, hein, donc la vitesse de la lumière, la masse électron, la masse des protons, la constante de Planck, en fait tout ce qui définit le monde tel qu'il est autour de nous. Votre hauteur, votre taille, la taille d'une chaise, enfin notre hauteur, tout ça, ça dépend par exemple de la constante de gravité, vous voyez. Et donc voilà, donc tout ça, et puis il y a aussi ce qu'on appelle les conditions initiales, c'est en quelque sorte les propriétés dont les faits ont doté l'univers à sa naissance, à son berceau en quelque sorte, hein. Donc ça c'est par exemple justement la quantité de matière noire initiale, la quantité d'énergie noire initiale, le taux d'expansion initial de l'univers, etc. Donc, on s'est aperçu que si on variait un tant soit peu ces constantes physiques ou ces conditions initiales, les étoiles ne se formeront pas. Et si les étoiles ne se forment pas, il n'y aura pas les éléments dont la vie a besoin. C'est-à-dire, dans le Big Bang, il n'y a eu que l'hydrogène et l'hélium qui ont été formés pendant les 3 premières minutes de l'univers. Mais tous les éléments les plus lourds, à cause de l'expansion de l'univers, l'univers s'est dilué à une très grande vitesse et donc les réactions ne pouvaient plus se faire après l'hélium. Et donc il n'y avait que l'hydrogène et l'hélium. Alors, donc il fallait que l'univers invente quelque chose d'autre pour former tous ces éléments lourds. Parce que s'il n'y avait que l'hydrogène et l'hélium, l'hydrogène est un élément très simple, juste un proton. Vous voyez, et un électron. Et l'hélium, 2 protons, 2 neutrons. Et l'hélium est un élément stable, donc pas de réaction chimique possible. L'hydrogène étant trop simple, on ne peut pas avoir des réactions compliquées, certainement pas fabriquer des chaînes d'ADN ou des neurones pour la conscience plus tard. Et donc, il fallait des éléments plus lourds. Et donc, il fallait que l'univers invente des étoiles. Parce que les étoiles, leur corps est chauffé à plus de dizaines de millions de degrés. Et donc, la fusion nucléaire peut s'opérer. Donc, en fait, l'univers doit créer des mini-Big Bang, reproduire les conditions du Big Bang au cœur des étoiles, en fait. Et c'est ce qui se fait. Les nuages d'hydrogène et d'hélium s'effondrent sous leur gravité après, de l'ordre de 300 000, après 300 000 années après le Big Bang. Et puis forment les premières étoiles. Et donc, c'est la fusion nucléaire dans ces étoiles donc, qui va être responsable des éléments lourds, donc jusqu'au fer. Et puis, après les fers, c'est en fait la mort des étoiles massives, ce qu'on appelle les supernovas, qui vont faire tous les éléments plus lourds que le fer jusqu'à l'uranium. Il y a environ 92 éléments stables dans la table périodique des éléments donc, de la nature. Et donc, ces éléments lourds sont indispensables donc, à la vie et à la conscience. Et donc, on s'est aperçu, donc, si on variait, par exemple, la densité initiale de l'univers, une précision, il faut une précision de l'ordre de 10 puissance moins 60. C'est-à-dire, si vous variez la 60e décimale seulement, le destin de l'univers bascule, c'est-à-dire l'univers ne formera plus d'étoiles, et donc sans étoiles, il n'y aura pas d'éléments lourds, et sans éléments lourds, il n'y aura ni vie ni conscience. Et donc, voilà, donc c'est une très grande précision. Bon, tous les autres paramètres, les constantes physiques, etc., c'est peut-être pas une précision 10 puissance moins 60, mais bon, il y a quand même beaucoup de fine-tuning, comme vous dites, hein, une précision, un réglage extrêmement précis. Et donc, la question métaphysique qui se pose en quelque sorte, est-ce que c'est le hasard ou la nécessité? Comme pour reprendre le terme de Jacques Monod, qui a écrit un ouvrage qui a fait date dans les années 70 de ce titre. Alors, certains de mes collègues aiment bien le hasard. Donc, ils disent que ce réglage s'est fait par hasard. Alors, si on invoque un hasard, il faut invoquer l'hypothèse qu'on appelle des multivers. Donc, en parallèle à notre univers dans lequel nous vivons, il y a une infinité d'autres univers parallèles qui ont toutes sortes de combinaisons de constantes physiques et des conditions initiales. Et donc, toutes auront une combinaison perdante, sauf le nôtre où par hasard, vous voyez,
la combinaison gagnante est sortie. C'est comme par hasard, si vous allez au tabac du coin, vous voyez, vous achetez un billet de loterie, et par hasard, vous achetez le billet gagnant, et donc vous touchez les centaines de millions, qui est le gros lot. Et donc, c'est par hasard que donc, la combinaison gagnante des constantes physiques et des conditions initiales est sortie. Et donc, nous sommes là par hasard, l'univers n'a aucun sens, notre existence n'a aucun sens. Et en fait, bon, moi je trouve cette attitude très désespérante. Vous voyez, c'est l'attitude adoptée par beaucoup de scientifiques, parmi mes collègues. Par exemple, je peux citer Jacques Monod qui conclut donc dans le hasard, la nécessité. L'homme a émergé par hasard dans un univers qui lui est complètement indifférent. Vous voyez, l'univers se soucie comme d'une guide de notre présence, il n'a que faire de nous, nous sommes là par hasard, l'univers s'est fait par hasard, et donc ça n'a aucun sens. Et la question du sens aussi, Steven Weinberg, qui est prix Nobel de physique, le dit aussi dans son ouvrage, Les 3 premières minutes, plus on comprend l'univers, plus il est dépourvu de sens. L'univers n'a aucun sens. Alors moi je trouve que cette position métaphysique, parce que c'est quand même la métaphysique est désespérante, parce qu'en fait, je vous ai dit, si vous préférez le hasard, il faut invoquer le multivers. Alors le multivers, par définition, on peut pas observer, on n'a aucun moyen d'observer expérimentalement avec des télescopes d'autres univers. Avec nos télescopes, nous pouvons seulement observer dans notre univers jusqu'à ce qu'on appelle l'horizon cosmologique, qui est environ 47 milliards d'années-lumière, mais on ne peut pas aller dans d'autres univers. Donc, moi, je pense que ce sera très, très difficile de démontrer scientifiquement, expérimentalement, l'existence d'autres univers parallèles. Bien qu'il y a beaucoup de théories, enfin, au moins 3, je peux en citer, qui citent l'existence de multivers, par exemple, le modèle, ce qu'on appelle de l'inflation chaotique, qui dit que pendant la première fraction de seconde, 10 puissance moins 34 secondes à 10 puissance moins 32 secondes, l'univers a subi ce qu'on appelle une phase inflationnnaire, qui est donc une expansion exponentielle en fonction du temps, et est partie d'un tout petit point de l'espace à quelque chose de la taille d'un ballon de football, je pense, en 10 puissance moins 32 secondes. Donc c'était une exponentielle qui allait plus vite que la vitesse de la lumière. Et donc, la théorie dit qu'en tout point de l'espace, il y a une telle inflation. Donc, il y aura une infinité de bulles univers partout, vous voyez, dans un méta-univers, donc beaucoup d'univers parallèles. Donc ça, c'est une théorie. Et puis une autre théorie, c'est ce qu'on appelle la théorie des brane. Vous savez, il y a une théorie, ce qu'on appelle la théorie des cordes, qui essaie d'unifier la mécanique quantique avec la relativité, et qui dit que notre univers est une simple brane à 2 dimensions. Et donc, le Big Bang, c'est en fait la collision de 2 branes. Et donc, il y a des branes parallèles à notre univers. Il y a d'autres univers partout, une infinité de branes. De nouveau, donc voilà, une théorie qui de nouveau semble impliquer un multivers. Et puis, bon, la mécanique quantique, une interprétation intéressante de la mécanique quantique dit que l'univers bifurque en 2 chaque fois qu'il y a un choix ou décision, ce qu'on appelle le problème du chat de Schrödinger, pour quelqu'un qui connaît la mécanique quantique. Il y aura un univers où le chat sera vivant, un autre univers où le chat sera mort, et donc l'observateur qui est vous, donc c'est des doubles dans chaque univers. Donc vous voyez, il y a des théories physiques qui disent que la possibilité d'un multivers, donc une infinité d'univers parallèles, n'est pas exclue. Mais moi, je vois aucun moyen vraiment expérimentalement de vérifier. Si on croit à ce multivers, la science est dans un état très bizarre en fait, parce que vous savez, la méthode expérimentale de la science, c'est toujours l'observation, la vérification par l'observation. Et si on se met à faire
des hypothèses sans jamais pouvoir vérifier leur authenticité, leur véracité. Je pense que c'est plus la science, où il faut redéfinir la méthode expérimentale de la science. Donc, c'est une période très bizarre. Alors, moi, je préfère, je préfère par le rasoir d'Occam d'abord. Pour l'instant, si on ne peut pas me démontrer l'existence d'un multivers, d'un seul univers, alors s'il y a un seul univers, comment expliquer ce réglage extrêmement précis? Alors moi, j'invoque un principe créateur qui est là dès le début, dès la première fraction de seconde. Alors ce principe créateur pour moi, c'est un principe qui est présent dans tous les phénomènes de la nature, dans la nature que nous avons, dans les galaxies, dans l'univers. Et ce n'est pas un dieu barbu personnifié qui crée ex nihilo un univers, en fait. Et donc, c'est une vision panthéiste, c'est une vision à la Spinoza et une vision à la Einstein. Donc, je pense qu'il y a un principe créateur qui était déjà présent dès la première fraction de seconde. Mais c'est un pari, hein, c'est un pari pascalien, comme je vous dis. Ce n'est pas une démonstration scientifique, on ne connaît rien. Alors, si je vous dis, le choix du hasard est totalement possible. Il suffit de postuler un multivers qu'on ne pourra jamais vérifier. Mais si vous postulez pour un seul univers, il faut expliquer ce réglage par un principe créateur présent dès la première fraction de seconde du Big Bang. Et j'aime bien la phrase de mon collègue américain, enfin britannique-américain, Freeman Dyson, qui dit que l'univers savait quelque part que l'homme allait venir. Voyez. Donc voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle la version du principe anthropique, anthropiste, du mot grec anthropos, la version forte. C'est-à-dire, donc, il y a un réglage d'un principe créateur qui mène à quelque chose, vous voyez. Tandis que beaucoup de gens, bien sûr, ne disputent pas, beaucoup de mes collègues ne disputent pas du tout la version faible. La version faible dit seulement, nous existons, donc les propriétés de l'univers doivent être telles que pour permettre notre existence. Pour moi, c'est une tautologie, mais ça n'apporte rien d'intéressant. Donc voilà, donc je souscris, je parie, hein, c'est un pari à la Pascal, je répète, ce n'est pas une démonstration scientifique, au principe anthropique fort, et donc d'abord parce que je souscris au rasoir d'Occam. Pourquoi créer une infinité d'univers parallèles juste pour en avoir un qui soit conscient lui-même, tous les autres étant vides et stériles?